Mettez-vous à la place de votre patron. Quand quelqu'un vient vous voir pour partir et vous réclame un chèque, à votre avis, qu'est-ce qu'il va vous répondre? Si on veut partir, on démissionne. Vous voulez partir avec un chèque et pas le minimum légal. Vous voulez 100 000 €, 2 ans de salaire, voire plus. Vous avez le montant en tête et pourtant, quand on regarde les statistiques officielles, la plupart des cadres finissent par partir une main devant, une main derrière. Pourquoi? Eh bien, c'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo. Je m'appelle Amalric, je suis expert en négociation de départ, certifié à Harvard, fondateur de rupturepro.com. J'ai vu ce schéma se répéter des centaines de fois. Des cadres qui voulaient un gros chèque et qui sont partis sans rien. J'ai plus rien! Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer une chose dérangeante. Vous confondez espérer un départ et vous donner les moyens de l'obtenir. Et au cœur du problème, ce que j'appelle le chèque fantôme. Cette indemnité que vous négociez chaque soir avec vous-même et jamais avec votre employeur. Vous lâchez la proie pour l'ombre. Le chèque réel, négociable, pour celui que vous fantasmez. J'espère que vous aimez La Fontaine. Toute cette vidéo, je vais l'illustrer avec ces fables. Alors laissez-moi vous décrire votre semaine. Vous vous êtes encore dit que vous partiriez quand les choses seraient plus claires. Vous avez refait le calcul dans votre tête, dans le métro, sous la douche. Tant de mois d'ancienneté, tant d'indemnité, le seuil en dessous duquel vous ne bougerez pas, etc. etc. Vous l'avez dit à votre conjoint, peut-être pour la 3e année consécutive. Cette fois, j'y vais. Cette fois, je ne laisserai pas l'opportunité passer. Et vous attendez un signe, une réorganisation, un nouveau manager, un objectif intenable, quelque chose qui décidera à votre place. Et chaque soir, eh bien, vous rentrez avec la même phrase en boucle, il faut que je me mette en mouvement, il faut que je fasse quelque chose. Sauf que vous ne bougez pas, vous réfléchissez, vous planifiez et vous vous racontez une histoire qui tient debout. Si vous vous reconnaissez là-dedans, ne partez pas. Ce qui suit a été écrit pour vous précisément. Alors, vous connaissez Perrette, la laitière de La Fontaine. Elle marche vers le marché et dépense déjà en pensée l'argent d'un lait qu'elle n'a pas encore vendu. Des œufs, un cochon, un veau, une vache. Et puis, le pot tombe. Adieu vos vaches cochons couvées. Eh bien, vous faites exactement la même chose avec votre indemnité. Un cadre m'écrit, voilà, 15 ans de maison, et minimum pour ma rupture conventionnelle, je ne veux pas y aller au feeling. Très bien. Puis, dans la phrase suivante, combien je peux espérer? Et tout est là, dans ce seul mot, espérer. Espérer un montant, ce n'est pas viser un montant. L'un est passif, l'autre est actif. Et vous pouvez espérer le plafond légal toute votre vie. Tant que vous ne construisez pas le rapport de force qui le justifie, c'est un chiffre suspendu dans le vide. Une indemnité, ça ne se souhaite pas. Ça se prépare, ça se documente, ça s'arrache. Et c'est exactement ce que j'appelle le chèque fantôme. C'est un montant en fait parfaitement précis dans votre tête et parfaitement absent de la table des négociations. Donc, posez-vous une seule question ce soir. Ce montant que vous avez en tête, est-ce un objectif que vous êtes en train de construire ou un chiffre que vous attendez qu'on vous tende? Parce que, comme le disait un client, approche méthodique, c'est important parce qu'on n'a qu'une seule cartouche. Et oui, on n'espère pas une cartouche. Non, on la prend et on la charge. C'est ça qui est important. Le moment où vous sortez un chiffre pour ne jamais bouger ou en croyant dur comme fer que ce n'est que ce que ça vaut. Un héron, chez La Fontaine, longe une rivière pleine de carpes et de brochets. Il dédaigne, il attend mieux. Les beaux poissons passent, puis les tanches, puis les goujons. Et il finit par avaler un limaçon, le ventre vide. On hasarde de perdre en voulant trop gagner. Et quand j'entends un cadre qui avait une position de senior dans une grosse boîte qui me dit « En fait, je ne prendrai pas le risque de partir pour moins de 2 ans de salaire. » 2 ans. Sans aucune analyse de son ancienneté réelle, de sa convention, de son rapport de force, juste, voilà, je veux 2 ans. Et quand je creuse, je comprends. Ce chiffre n'est pas une exigence, c'est une porte de sortie qu'il garde fermée. Tant que personne ne lui offre 2 ans, il a une excuse pour rester, une excuse parfaitement présentable pour ne rien faire, ne rien risquer et donc rester exactement où il est. Et il y a l'autre profil, le chasseur d'or, celui qui, lui, ne doute pas une seconde. Il m'annonce sûr de lui, j'estime que mon départ à 100 000 €, voici ce que ça vaut. Alors, à ce moment-là, je lui pose une seule question. Comment êtes-vous arrivé à ce chiffre? Silence. La plupart du temps, il n'en sait rien.
C'est un montant rond, ambitieux, qui sonne bien. Mais derrière, il n'y a aucune base. Donc, comment êtes-vous arrivé à ce chiffre? Pourquoi ce chiffre? Et puis, il y a aussi le plus piégeux des trois, c'est le cadre qui a réponse à tout. Vous lui demandez pourquoi ce montant et il enchaîne sur de lui, en fait j'ai beaucoup donné pendant 20 ans. Ou alors un mois d'année, un mois par année d'ancienneté, ou alors je veux les mêmes conditions qu'un PSE, ou alors voilà, des collègues ont pris ce gros chèque, ou encore j'ai pas été payé à ma juste valeur, je veux rattraper, j'ai pas eu cette prime, ou encore c'est la somme dont j'ai besoin pour finir mon crédit et payer la maison, ou alors des amis m'ont dit de demander beaucoup et pour avoir peu, ou alors j'ai un dossier sinon j'irai au contentieux. Voilà, bref. Ça, c'est quelqu'un qui a l'air ultra blindé, il a réponse à tout. Alors, peut-être pas à toutes ses réponses, mais en tout cas, l'accumulation de cadres que j'ai eu fait que ce sont des choses que j'entends. Et oui, il a l'air blindé. Il a une justification pour chaque euro. Et pourtant, à la table des négociations, tout ça ne pèsera presque rien. Comme dirait l'autre, c'est de la poudre de perlimpinpin. Chip and Dan Heath, dans Decisive, ont identifié le piège qui paralyse la plupart des décisions importantes. Ce qu'on appelle le cadrage binaire. On se demande, est-ce que je pars ou est-ce que je reste? Comme si c'était la seule question possible. Et tant qu'on raisonne en tout ou rien, on se fixe des seuils chiffrés au doigt mouillé, vraisemblablement déconnectés de toute donnée réelle, parce que, en fait, ils nous arrangent émotionnellement. La cible irréaliste a une fonction cachée, redoutablement efficace. En gros, elle vous protège de l'action. Si je vise un montant que personne ne peut m'offrir spontanément, je ne serai jamais déçu d'avoir essayé, puisque je n'essaierai jamais. La barre trop haute n'est pas de l'ambition, c'est de l'évitement déguisé en ambition. Et c'est facile après de dire « je voulais 100 000, je ne les ai pas eus, ouais, mais bon, je suis resté là, je ne les ai pas eus, mais il fallait qu'on me paye pour ça. » Et le chasseur d'or fait la même erreur. Et sauf que lui, il le fait dans l'autre sens, par l'autre bout. Ce chiffre rond, c'est un alibi pour ne pas faire le vrai travail, c'est-à-dire prouver. Prouver pourquoi. Parce qu'il oublie une chose, systématiquement. Vous n'êtes pas seul à estimer. En face, votre employeur, il estime lui aussi à sa manière, avec sa grille de lecture à lui, en fonction de votre ancienneté réelle, en fonction de votre salaire, en fonction de votre investissement, en fonction de votre convention collective, ce que coûterait un contentieux, ce qu'un juge accorderait, au pire, dans le pire des cas. Et ça, c'est un chiffre que vous posez sans pouvoir le justifier. Ce n'est pas une exigence, c'est une enchère d'ouverture qui s'effondre à la première question. Voici ce que ça vaut, en fait, ne vaut rien si vous êtes incapable de dire pourquoi. Parce qu'il y a deux sortes de justifications. Et le chasseur d'or les confond. Celles qui ne convainquent que vous et celles qui entrent dans la grille de l'autre. Avoir beaucoup donné, ne pas être payé à sa juste valeur ou se sentir payé à sa juste valeur, avoir un crédit à finir, avoir une boîte à lancer, voilà, ça c'est votre affect et votre besoin, vu de votre fenêtre. L'employeur, lui, il ne va pas acheter votre dévouement. Non, et il ne finance pas vos projets. Un mois par l'ancienneté, les chèques des collègues, les conseils des amis, les conditions d'un PSE, voilà, ça c'est du folklore, c'est du j'ai ouï dire, ce sont des règles qui n'existent nulle part dans votre convention, dans des situations qui ne sont pas la vôtre. Donc tout ça ne franchit jamais la table des négos. Vous risquez en plus de vous ridiculiser en faisant ça, en plus de prendre un refus. Une seule catégorie pèse vraiment, ce qui entre dans la grille de l'employeur. Des primes qu'on ne vous a pas versé, un préjudice réel, un risque de contentieux sérieux, à la condition stricte bien sûr que le dossier existe. Voilà, brandir j'ai un dossier comme un bluff, c'est s'entendre répondre, très bien, allez-y, on va voir. De toute manière, nous aussi, on peut y aller. Donc la menace ne vaut que si elle est documentée. Le reste, c'est du vent que vous prenez pour des arguments. Et d'ailleurs, l'erreur que font beaucoup de cadres, c'est de confondre des leviers avec des reproches. Débiter une litanie d'arguments basés sur des reproches, ça n'a aucun poids dans la discussion. Et je précise aussi une chose, quand on parle de menace, rappelez-vous, la menace ne vaut que si on peut passer à l'action, sachant qu'il ne faut jamais passer à l'action parce que sinon vous coupez les ponts. Et donc si vous coupez les ponts, il n'y a plus de discussion. Et là, ça va y aller à couteau tiré et vous allez voir que ce n'est pas très drôle. Donc soyez honnête une seconde. Votre montant plancher, celui en dessous duquel finalement vous ne bougerez pas, vous l'avez calculé ou vous l'avez choisi pour avoir le droit de ne pas bouger?
Un cadre m'a dit un jour, en fait, moi, je ne veux pas partir avec des clopinettes. Oui, c'est légitime. Mais entre des clopinettes, des cacahuètes et le fantasme, il y a un montant réel. Parce que c'est un grand écart gigantesque. Il y a un montant réel, négociable, atteignable. Et c'est celui-là qu'on construit. Ce n'est pas l'autre. Alors avant de fixer votre montant, répondez à 3 questions dans l'ordre. Déjà, pourquoi ce chiffre? Qu'est-ce qui le justifie concrètement? Ensuite, comment y êtes-vous arrivé? Sur quelle base? Quelle ancienneté? Quel préjudice documenté? Et surtout, qu'est-ce que l'autre a en face dans son bagage pour vous répondre quand vous la penserez? Parce que si vous l'avancez et que vous avez déjà anticipé, déjà ça c'est pas mal. Vous avez gagné du terrain. Si vous ne savez répondre à aucune de ces 3 questions, vous n'avez pas un objectif. Vous avez juste un vœu. Un vœu, à la table de négociation, ça ne pèse rien. Là, c'est le moment où vous réalisez que ce qui vous retient, ce n'est pas l'argent, c'est le confort. Le loup de La Fontaine croise un chien magnifique, gras, nourri, caressé. Alors il l'envie jusqu'à ce qu'il aperçoive le cou pelé de l'animal. Attaché, dit le loup, vous ne courez donc pas où vous voulez? Et il repart vers sa liberté maigre, soit, mais vous, c'est votre placard. Aussi confortable soit-il, c'est le collier du chien. Et un cadre mis au placard me contacte un jour. J'en ai une palanquée de gens qui sont au placard, et j'aime beaucoup cette expression, je suis au placard, lumière éteinte. Vous imaginez? Bon, en gros, sa direction générale l'a mis sur une voie de garage, sans raison objectivable. Et il m'écrit qu'il veut partir à l'été, près du plafond légal, mais dans le même message, une phrase qui dit tout. Si les choses s'améliorent en interne, je resterai bien. Voilà, tout est dit. On ne parle plus d'un homme qui veut partir, on parle d'un homme qui attend qu'on le retienne. Donc le placard est inconfortable, mais il est tiède. La soupe est tiède, et le tiède, c'est traître, parce que ce n'est jamais assez douloureux pour bouger, jamais assez bon pour rester. Et John Kotter, dans ce livre Leading Change, a identifié le tueur silencieux de toute transformation, ce qu'on appelle la complaisance. Ce moment où la situation est suffisamment dégradée pour qu'on souffre, qu'on ne se sente pas bien, mais pas assez pour qu'on bouge. Donc on s'installe dans un espèce de statu quo qui nous abîme et on appelle ça de la patience. Et c'est la même histoire que celle du chien assis sur le clou. Un monsieur assis sur un banc a un chien à ses pieds. Un passant reconnaît les gémissements d'un chien, s'avance devant le maître et lui dit « Mais votre chien gémit ». Le maître lui répond « Bien, mon chien a marché sur un clou, la situation n'est pas agréable, mais elle est moins douloureuse que le fait de retirer sa patte. » Et Olivier Buckerman, dans 4000 semaines, va plus loin que ce qu'a dit John Kotter. Il dit « Garder ses options ouvertes, c'est la façon la plus élégante de ne jamais s'engager. » Et tant que vous attendez le bon moment, vous n'avez pas décidé. Et le bon moment, par définition, il vient jamais. Parce que son rôle, ce n'est pas d'arriver, c'est de vous dispenser d'agir. L'alignement des planètes, franchement, ça existe que dans les Walt Disney. Le placard tiède, lui, devient un statu quo qu'on défend, on s'y accroche, alors même qu'il vous détruit à petit feu. Et c'est ça qui est triste. Et comme disait un des cadres, j'ai de la fatigue, du ronron. Ça ronronne beaucoup. Mais ouais, on sent que finalement, ça nous consume. Personne n'a envie de rester. Alors parfois, ça dure 3-6 mois, pourquoi pas. Mais personne n'a envie de rester plus longtemps là-dedans. À la fin, on s'emmerde. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est ça. Est-ce que vous méritez de rester là comme ça? Donc demandez-vous, est-ce que vous voulez partir ou est-ce que vous voulez qu'on vous donne une raison de rester? Parce que ce ne sont pas les mêmes vidéos, ni les mêmes vies. Parce que ce ne sont pas les mêmes choix, ce ne sont pas les mêmes engagements, ce ne sera pas les mêmes conséquences, ni la même vie. Ni même les vidéos que je pourrais tourner. On ne partira pas sur les mêmes choix. Un cadre m'a dit un jour, on est arrivé au bout de la relation avec mon employeur. Ok, quand c'est vrai, on le sait. Comme dans un divorce, ça devient une évidence. Et à partir de cette évidence, on ne ronronne plus, on agit. Le truc, c'est que parfois, on attend trop longtemps. Et là, le risque, c'est de ne pas avoir les moyens d'atteindre son objectif. Alors avant d'aller plus loin, si ce que vous venez d'entendre résonne avec ce que vous vivez en ce moment,
Si vous êtes sur une voie de garage, si votre direction sera organisée autour de vous, si vous ne vous sentez plus vraiment considéré, si vous sentez que vous perdez la matière, l'essence même de votre poste, si vous tournez en rond avec d'un côté l'envie de partir et la peur du vide derrière, c'est probablement le bon moment pour y réfléchir sérieusement, avec méthode. Dites-vous bien qu'une négociation de départ ne s'improvise pas et le chèque fantôme ne tombera pas tout seul. Si vous voulez construire votre stratégie étape par étape avec quelqu'un qui connaît les coulisses, prenez rendez-vous sur rupturepro.com. Et là, c'est le moment où vous confondez l'activité mentale avec le mouvement réel. Je reviens à La Fontaine. Un laboureur, sur son lit de mort, dit à ses fils qu'un trésor est caché dans le champ. Il retourne la terre entière, partout, et ne trouve rien. Mais le champ, si bien bêché, donne une récolte magnifique. Donc le trésor n'était pas enfoui, il était dans l'acte de creuser. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Et là, ça me rappelle une cadre qui avait 14 ans d'ancienneté. Elle m'envoie un document, 3 pages. Des scénarios, des hypothèses, des arbres de décision, des montants, des dates, des si jamais ou si ou au cas où. Voilà, un travail impressionnant. Je lui pose une seule question. Qu'avez-vous fait concrètement vers la sortie ce mois-ci ou ces derniers mois? Rien. Donc elle avait passé des semaines à réfléchir à son départ, elle n'avait posé aucun acte, elle m'avait écrit presque en s'excusant, mais en fait trop happé par mon quotidien, je n'arrive pas à me projeter sur l'étape d'après. Mais en fait le quotidien n'était pas le problème c'est qu'elle prenait sa réflexion pour de l'action. Et ce qu'elle vivait porte un nom, c'est la paralysie de l'analyse. C'est le piège des gens intelligents. Vous appliquez à votre barre les outils qui vous ont fait réussir au travail. C'est-à-dire analyser, peser le pour et le contre, bâtir des scénarios, anticiper toutes les issues possibles. Vous n'avez même pas de boule de cristal, vous ne savez pas ce qui va se passer. Sauf que votre vie n'est pas une ligne budgétaire. Et votre épanouissement, ce n'est pas un indicateur de performance, un KPI. Le fameux « je réfléchis à mes options », ce n'est pas le début de la solution. C'est la forme la plus socialement acceptable de la procrastination. Et je l'entends, je vous le rassure, toutes les semaines. Je pense à mon avenir. Je réfléchis à ce que je vais faire. Ok. À quel moment vous construisez quelque chose? À quel moment? Et Hermia Ibarra, qui est professeure et chercheuse, a écrit un livre qui devrait être obligatoire pour tous les cadres en transition. Et c'est normal d'avoir des transitions dans sa carrière. C'est normal. Aucun sujet là-dessus. Mais il faut lire ce bouquin. Working Identity. Sa thèse renverse tout ce qu'on croit. On pense qu'il faut d'abord réfléchir, comprendre, planifier, ensuite agir. Alors on fait, ça c'est complètement faux. On fait des bilans de compétences, on commence à se dire je vais faire ci, je vais faire ça, je vais voir un tel, je vais discuter, je vais me renseigner, je vais écouter des podcasts, je vais lire des bouquins. Mais en fait, Ibarra démontre l'inverse. On n'analyse pas son chemin vers une nouvelle vie professionnelle, on le teste. On agit d'abord, on comprend ensuite. C'est l'action qui crée la clarté, c'est jamais l'inverse. Tant que vous restez dans votre tête, vous tournez en boucle. Parce que la tête, sans données réelles, ne fait que recycler vos peurs. Donc le cadre qui réfléchit pendant 2 ans n'a pas 2 ans d'avance. Il a 2 ans de retard sur celui qui a posé un premier acte le premier mois. Donc ceux qui travaillent le soir sur leur projet, ceux qui finalement commencent à tester, à vendre, à pratiquer ce qu'ils veulent faire. Ceux qui pensent à changer de boulot, qui passent vraiment des entretiens, qui se prennent des portes, ceux qui pensent à une reconversion, qui commencent déjà à se former, ceux qui veulent monter une boîte, commencent déjà à travailler, à aller démarcher des clients, à générer un petit peu de cash, 500, 1000 euros. Vous allez voir déjà que ce n'est pas facile de générer 1000 euros. Et ça n'a pas la même saveur. Ceux qui veulent reprendre une boîte ne sont pas juste là à regarder des sites, mais sont sur le terrain, font des offres, s'impliquent, rencontrent les gens. C'est ça qui compte. Parce que dites-vous bien une chose, c'est qu'une fois que vous sortez, imaginons que vous prenez le chômage. Très bien, vous prenez, en moyenne, 18 mois de chômage. Maintenant, à partir de septembre, ça va passer à 15 mois, mais ceux qui étaient à 27 mois, au-dessus de 55 ans, ça va passer à 20 mois. Disons, vous prenez entre 15 et 20 mois. Ça passe extrêmement vite.
Parce que le réflexe, ça va être de se dire, les 2 premiers mois, ben, j'y vais tranquillou, j'en profite, je me lance. Et puis le fait d'être porté un petit peu par ce nouvel engouement, de se dire, bah, en fait, je me sens bien, je suis sorti, j'ai négocié. Ok, très bien. Mais ça fait déjà 2 mois en moins sur les 15. Paf. Eh ouais. Et ensuite, le temps de mettre en place tout ce qu'on veut. Quand on veut racheter une boîte, ça prend du temps. Quand on veut monter sa boîte, générer du chiffre d'affaires, ça prend du temps. Quand on se forme, ben, il y a parfois du temps incompressible. Voilà. Et Steven Pressfield a donné un nom à ce qui vous empêche d'avancer. Dans ce bouquin The War of Hearts, il l'appelle la résistance. C'est cette force intérieure qui transforme l'action en planification sans fin, qui vous fait confondre, préparer et tourner en rond. Et plus le projet compte pour vous, plus la résistance est forte. Les 3 pages de scénario qu'a écrit cette cadre, ce n'était pas du travail, c'était de la résistance déguisée au sérieux. Et c'est aussi tout le sens de ma règle de fond. Celui qui demande perd, non pas parce qu'il faut se taire, mais parce que demander, c'est se mettre en position de quémandeur. Vous êtes passif, vous êtes en train de demander une faveur. Agir, c'est créer la situation où c'est finalement votre employeur qui vient vers vous. Et ce qui est important, c'est de vous poser la question comme ça. Imaginons, vous vous retrouvez dans une forêt, la nuit tombe. Est-ce que vous restez là à attendre que ça se passe, sachant que vous n'avez rien à boire, rien à manger, et qu'il y a peut-être des loups qui vont venir vous croquer? Ou alors vous dites, en fait, je pars dans une direction et au moins j'avance. Quitte à me rendre compte un peu tard, mais au moins de me rendre compte que ce n'est pas en cette direction et vous savez que c'est dans l'autre direction. Vous êtes en action. Vous êtes dans l'action. Vous n'êtes pas en train de vous laisser mourir. Donc, faites votre audit là, maintenant. Cochez mentalement. Avez-vous ce mois-ci documenté un fait concret, sécurisé un échange, identifié un vrai plancher chiffré, ou alors vous avez posé un seul jalon réel pour votre négo, pour obtenir ce chèque, pour atteindre votre objectif? Ou bien avez-vous, comme la plupart, beaucoup pensé, beaucoup planifié, beaucoup attendu un signe? Alors on écoute des podcasts, on lit des bouquins, on en parle à des dîners, on se met à rêver. Si vous êtes dans la deuxième catégorie, et moi je l'entends toutes les semaines, j'ai des amis qui sont comme ça, quand je vais à des dîners, j'entends dans mes mots, Alric, moi je veux 2 ans, hein, j'ai 5 ans d'ancienneté, j'ai 2 ans, comment je devrais faire? Et déjà, tu es sûr de partir? Quand est-ce que tu veux partir? Pourquoi 2 ans? Qu'est-ce que tu fais derrière? Ah ouais, mais si, ma femme, mes enfants, mes filles, mais... Voilà. Donc si vous êtes dans la deuxième catégorie, vous n'êtes pas en train de partir. Vous êtes en train d'attendre qu'on porte sur un plateau d'argent le petit chèque en disant il serait bien de partir. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent comment je fais pour me faire virer? Parce que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils me virent, comme ça je prends un chèque. Donc, si vous attendez qu'on parte à votre place, ça ne marchera pas. Et si ça marche, on vous virera au minimum légal. Vous n'aurez rien de plus. Et je me souviens d'un cadre qui l'a résumé sans le savoir. Il m'a dit, il faut que je me mette en mouvement. Le mouvement, ce n'est pas le verbe, c'est le geste. Se mettre en mouvement. C'est ça le truc. Tout est là. Passer du camp des réfléchisseurs, si je puis dire, des thinkers, des gens qui sont toujours en train de faire des plans, à celui des expérimentateurs. Ceux qui vont sur le terrain, qui testent, qui font. Le réfléchisseur, si je puis dire, attend d'y voir clair pour agir. L'expérimentateur, lui, il agit pour y voir clair. Et vous connaissez ce dicton, hein? Il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui agissent. Et vous faites partie de quelle équipe, vous? Là, c'est le moment de vérité. C'est celui où vous décidez si vous tentez ou si vous attendez encore. Dans La cigale et la fourmi, la cigale a chanté tout l'été. La fourmi, elle, a préparé l'hiver. Et quand la bise arrive, la cigale n'a rien et la fourmi lui lance dansez maintenant. Donc retenez bien une chose. La cigale n'a pas échoué. Elle n'a simplement rien tenté. Elle n'a rien préparé. Si je prends 2 cadres qui sont dans la même situation, qui ont la même ancienneté, qui sont dans 2 placards à côté, l'un à côté de l'autre. Le premier a passé 1 an à attendre le moment parfait, le bon moment, vous savez, le signe. Il n'a jamais bougé. Il dit voilà, un jour, épuisé, il a fini par démissionner. Ou alors par abdiquer en disant je reste là et puis j'attends. Dans mon ancienne boîte, j'en ai vu des gens qui étaient là, qui attendaient. Ouais, tu sais, Amalric, j'ai 60 ans, il me reste encore 3 ans à tirer, je vais rester là, la soupe est bonne. Ok. Donc, tu as abdiqué.
Il y a ceux qui démissionnent, qui en peuvent plus, ils disent bon, en fait, je peux plus tenir là-dedans parce que c'est mentalement, psychiquement, physiquement même parfois. Et puis pour l'amour-propre, l'ego, super compliqué à vivre. À la maison, auprès des amis, auprès du statut social, et puis en interne, quand vous n'avez rien à faire, la journée, c'est loin. Et donc, ils démissionnent. Et eux, ils partent sans indemnité. Et lui, il part sans matelas. Et avec cette phrase toute prête pour se rassurer. Ouais, non, mais en fait, c'était devenu invivable. Il fallait que je me sauve de là. Donc, c'était toxique ou je sais pas trop quoi, harcèlement, machin, je m'en vais. OK. En fait, il s'est raconté une histoire. Et il a suivi l'histoire. En fait, il s'est raconté qu'il avait choisi, mais en fait, il n'avait rien choisi du tout. On l'avait usé jusqu'à ce qu'il lâche. Jusqu'à ce qu'il lâche la branche sans en avoir accroché une autre. Et le second cadre, lui, il fait l'inverse. Il pose des actes. Imparfaits, parfois maladroits. Il documente, il structure, il avance, il discute, il construit. Et lui, pourquoi il sort par le haut avec un chèque réel? Pas fantôme, réel. C'est simple. Parce qu'en fait, il est dans l'action. Et ce qu'il m'a dit, je pars et je pars la tête haute. En bon terme, je tourne la page sereinement. Et il y a une distinction que je veux que vous ayez bien en tête. Et c'est tout le cœur de cette vidéo. Échouer et ne pas réussir, ce n'est pas la même chose. Échouer, c'est avoir essayé et ne pas y être arrivé. Vous avez tenté et ça n'a pas pris. C'est honorable et c'est rare. Ne pas réussir, c'est autre chose. C'est ne même pas avoir essayé, c'est rester dans sa tête, c'est planifier, c'est espérer, c'est finir par démissionner en se racontant qu'on n'avait pas le choix. Eh bien, si je puis me permettre, c'est aussi se mentir un peu à soi-même. Et Carol Dweck, dans son livre Mindset, a montré la différence entre ces deux postures. Le cerveau qui voit l'échec comme une fin se fige et n'agit plus. Le cerveau qui voit l'échec comme une donnée, un pas encore, continue d'avancer. Next step. Et c'est Seth Godin dans The Deep qui ajoute la nuance qui manque à la plupart des cas. Vraiment, il le dit, il y a une différence radicale entre abandonner par stratégie et abandonner par épuisement. Quitter parce qu'on a analysé, négocié et choisi de sortir par le haut, c'est une décision. Démissionner parce qu'on n'en peut plus, sans vraiment rien avoir tenté, ce n'est pas une décision. C'est une reddition déguisée en choix. Les mains vides, avec une excuse. Oui, mais il refuse à tout le monde. Oui, mais dans mon cas, tu sais, je t'ai trop payé. Oui, mais dans mon cas, il fallait que je me sauve rapidement. Alors, regardez votre situation en face. Le risque, ce n'est pas de négocier et de ne pas tout obtenir. Ça, c'est un échec. Et un échec, ça se travaille, ça se rattrape. Vous n'êtes jamais passé par là. Donc, vous n'avez jamais été exposé à ça. Donc, c'est normal que vous ne sachiez pas faire. Mais le but, c'est de vous exposer à ça, de le pratiquer, d'avoir exactement les bons ingrédients pour pouvoir vous améliorer et obtenir non pas le chèque qu'on vous propose, mais plus que le chèque qu'on vous propose au départ. C'est ça. Le vrai risque, le seul, c'est de ne jamais vous y mettre, de patienter jusqu'à l'épuisement, ou le ras-le-bol, ou la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et puis, ou alors encore l'opportunité qui passe, je suis obligé de la prendre, et donc de partir un matin sans rien, parce que vous aurez confondu le confort de la réflexion avec le courage de l'acte. Et comme me l'a dit un cadre qui, lui, a basculé dans le bon côté, en disant, mais moi, je peux pas leur faire ce cadeau, je peux pas rester là, et je peux pas leur faire ce cadeau en partant. Et il m'a dit, en fait, Amalric, je pars, équivaut à je me prépare. Et c'est pas je pars équivaut à j'espère, non, c'est je pars, je me prépare. C'est un verbe d'action. Et ce qui est important, c'est que qui dit action ne dit pas forcément action, réaction tout de suite. Ça ne va pas passer en l'espace de 3 jours, ou en l'espace de 3 rendez-vous, ou en l'espace de 3 semaines. Non, ça va prendre du temps. Donc ceux qui me disent, en fait, j'attends d'avoir vraiment l'opportunité derrière. Le truc, c'est que vous allez raccourcir le délai que vous avez aujourd'hui entre vos mains pour négocier avec la pression que vous allez prendre quand vous allez avoir cette opportunité. Et là, vous aurez 3 mois pour poser votre DEM. Il vaut mieux avoir 6 mois et chercher en parallèle un boulot et négocier, voire allonger la négociation parce que vous n'avez pas encore trouvé chaussure à votre pied derrière, que devoir mettre directement, passer la 5e. Ça ne marche pas. Quelqu'un qui passe de 1 à 5, il explose son monteur. C'est comme ça, c'est aussi pragmatique.
On n'analyse pas son chemin, on le teste. Vous n'allez pas penser votre sortie. Vous allez le construire. Vous ne partez pas les mains vides parce que vous manquez de courage et d'intelligence. Non, c'est pas ça. Vous partez les mains vides parce que vous avez confondu deux choses qui n'ont rien à voir. C'est espérer un chèque et vous donner les moyens de l'obtenir. Le chèque fantôme, celui que vous négociez chaque nuit avec vous-même, ou à des dîners, ou avec votre femme, voilà, ne tombera jamais. L'autre, le réel, lui, il attend seulement que vous posiez le premier acte. Ça se construit. La permission. Vous avez le droit de partir. Oui, vous avez la permission, vous avez le droit de décider maintenant, sans attendre qu'on décide pour vous, sans attendre un signe, ou le fameux signe, sans attendre le montant parfait. Vous n'avez pas à rester jusqu'à ce qu'on vous use, ou jusqu'à ce que vous craquiez, ou jusqu'à ce que vous disiez « mais en fait, j'en ai ras-le-bol, je passe à autre chose » en tournant la page, boum, avec une opportunité, et en laissant 10, 15, 20 ans d'ancienneté comme ça, sur la table. La sortie par le haut, c'est un matelas. C'est un matelas que vous construisez. Ce n'est pas un fantasme. Non, c'est une méthode que vous devez appliquer. Et si, pour vous, la vraie difficulté n'est pas le montant, mais le fait de passer à l'acte, si vous vous reconnaissez surtout dans la paralysie de l'analyse dont on a parlé, eh bien j'ai consacré une vidéo entière à ce sujet, à ce piège précis. C'est le piège de réfléchir à ses options. Et vous y trouverez la méthode, étape par étape, pour passer de la réflexion stérile à l'action. C'est la suite logique de ce qu'on vient de voir.